Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour ce tour du monde de l'actualité de la semaine. Avec en premier lieu le sommet de l'Union africaine à Nouakchott en Mauritanie. Au sommaire de ce grand rendez-vous diplomatique présidé par le chef d'État rwandais Paul Kagame, la lutte contre les groupes djihadistes et l'autonomie financière de l'institution panafricaine. Semaine également marquée par la fête de la Confédération au Canada et une fois n'est pas coutume, Justin Trudeau n'était pas à Ottawa. Le Premier ministre a préféré jouer la carte de la solidarité en allant à la rencontre des travailleurs touchés par l'application des tarifs douaniers américains à Leamington, en Ontario notamment. Enfin, la situation des migrants toujours plus difficile avec l'Allemagne qui durcit sa politique d'accueil. Cette semaine, Angela Merkel a renoncé à son choix de la générosité pour éviter l'explosion de la coalition gouvernementale. Au moins 170 migrants se sont noyés en mer cette semaine. Quant à ceux qui arrivent à destination, Marie-Caroline Saglio-Yatsimerski les connaît bien, psychologue. Elle les reçoit dans son cabinet de l'hôpital Davicenne à Bobigny, en région parisienne. Elle tente au fil de ses consultations de les libérer de leur traumatisme généré par des expériences d'une extrême violence. Bonjour madame. Bonjour. Mais avant cela, retour sur le 31e sommet de l'Union africaine. Cette semaine, une rencontre sur fond de violence au Mali et au Niger. Un attentat a visé ce week-end des militaires français de l'opération Barkhane. 4 civils maliens ont été tués. La réunion de travail du président français avec les 5 chefs d'État du G5 Sahel et le président de la commission de l'UA a donc pris un caractère d'urgence. Philippe Randrianarimanan. C'est un nouvel invité de marque pour Ould Abdelaziz. Le président mauritanien accueille en personne son homologue français Emmanuel Macron, venu à l'occasion du 31e sommet des chefs d'État de l'Union africaine. Mais après les attaques de djihadistes à Sévaré et à Gao au Mali voisin, avant tout, c'est de la sécurité dans le Sahel qu'il est question. Parlant du G5 Sahel, je veux évidemment ici avoir une pensée pour nos amis maliens suite aux attaques lâches, odieuses des terroristes au PC de Sévaré, puis à Gao. Le président Emmanuel Macron a très tôt apporté son soutien au G5 Sahel en lançant l'initiative Alliance pour le Sahel. Mais au-delà du G5 Sahel qui s'impose à l'agenda de son 31e sommet, l'Union africaine est en plein tournant. Intégration régionale et recherche de financement sont au menu après 6 mois de présidence rwandaise. Mais c'est aussi l'occasion pour le Rwanda de Paul Kagame de faire campagne pour sa ministre des Affaires étrangères qui brigue la tête de l'Organisation internationale de la francophonie avec le soutien de la France. En République démocratique du Congo, le scrutin présidentiel est presque à portée de main. Plus que 6 mois avant les élections générales, le président Joseph Kabila doit, en vertu de la Constitution, quitter son poste à l'issue de ce vote. Cette semaine, il a mis ses troupes en ordre de bataille avec une nouvelle plateforme électorale, le Front commun pour le Congo. Cet outil devrait en principe désigner les futurs candidats de l'actuelle majorité présidentielle. Sébastien Duhamel. Ce Front commun pour le Congo se veut multicolore. Cette nouvelle plateforme regroupe en effet la majorité présidentielle et le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, représentées par le Premier ministre Bruno Tshibala. Certains membres de l'opposition et de la société civile ont également signé autour d'un leader naturel, le président sortant Joseph Kabila. La cérémonie d'aujourd'hui portant ouverture de la charte du Front commun pour le Congo à la signature sonne en écho au message du chef de l'État comme un signe d'engagement. Engagement d'une large partie de la classe politique de se rassembler autour de ce que nous avons de plus cher, les Congos. Ce Front commun pour le Congo sera structuré autour d'un comité stratégique d'une dizaine de membres, mais s'il est question de discipline commune, il ne s'agit pas pour autant de s'effacer individuellement. Chaque membre garde son identité et son autonomie dans le respect de la présente charte, de ces textes d'application et des décisions des organes du Front. Les membres se donnent des garanties de solidarité et de bonne foi avant, pendant et après les élections. Reste désormais à connaître les intentions du président Kabila, s'il briguera un nouveau mandat ou non. Le dépôt des candidatures s'ouvre le 24 juillet, mais de son côté, l'opposition dénonce de nouvelles manœuvres électorales.
Cette semaine, bras de fer entre la Pologne et l'Union européenne. Le Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, a défendu son droit à réformer la justice de son pays à Strasbourg. Mais la refonte du système judiciaire polonais ne passe pas auprès des députés européens, avec lesquels les échanges ont été très vifs. Pendant ce temps, à Varsovie, la présidente limogée de la Cour suprême fait de la résistance. Jean-Luc Eguezier. Comme elle l'avait promis, Malgorzata Gersdorf s'est rendue à son bureau, escortée de centaines de supporters. La présidente de la Cour suprême polonaise a décidé de ne pas tenir compte de sa mise à la retraite par le président polonais et de continuer à occuper sa charge. Soyons clairs, je ne suis pas ici pour faire de la politique, mais pour protéger l'état de droit. Plus tard, la manifestation s'est déplacée vers la présidence. Pour ses opposants, la réforme de la justice ne passe pas. En abaissant l'âge de la retraite, 27 juges de la Cour suprême pourraient partir. Une purge, dénonce-t-il. La réforme passe mal aussi auprès des institutions européennes. À Strasbourg, au Parlement, le Premier ministre a dû la défendre devant des députés souvent hostiles. Il revendique le droit de son pays à organiser sa justice comme il l'entend. Nos partenaires de l'Ouest ont parfois des difficultés à comprendre les réalités de l'Europe centrale, celles que nous vivons, parce que vous avez eu la chance de ne pas subir 50 ans de communisme. Par le contrôle de l'exécutif sur la justice, beaucoup d'Européens voient cette réforme des conservateurs polonais comme une atteinte à l'état de droit. La Commission européenne a lancé lundi une procédure d'urgence contre Varsovie qui pourrait aboutir à la saisie de la Cour de justice et à des sanctions financières. Dans l'actualité également, Hassan Rouhani en Suisse, le président iranien a été reçu par Alain Berset. Le président de la Confédération helvétique a réaffirmé son soutien à l'accord sur le nucléaire iranien, accord menacé depuis le retrait des États-Unis. Il insiste aussi sur le rôle de médiateur de la Suisse. On écoute Alain Berset. La Suisse est dans son rôle, en échangeant, en recevant, en ayant des contacts avec l'ensemble des acteurs sur la scène internationale. L'Iran est sans conteste un acteur très important sur la scène internationale. Et cette semaine, le Mexique bascule à gauche. Andrés Manuel López Obrador remporte l'élection présidentielle. L'ancien maire de Mexico promet un changement radical pour son pays. Défait en 2006 puis en 2012, cette troisième tentative a donc été la bonne. Ce scrutin reste le plus violent jamais connu dans l'histoire du pays. 133 hommes et femmes politiques ont été tués depuis le début de la campagne en septembre dernier. Anaïs Furtad. Sur la place Zocalo, les supporters célèbrent la victoire de leur candidat. Andrés Manuel López Obrador, le grand favori du scrutin, est aujourd'hui le nouveau président du Mexique. Le candidat du parti de gauche Morena a obtenu plus de 53% des voix, porté par le besoin de changement de l'électorat mexicain. Nous garantirons la liberté d'entreprise, la liberté d'expression, d'association, de croyance, mais aussi toutes les libertés individuelles et sociales, ainsi que les droits des citoyens dans notre Constitution. C'est la première fois de l'histoire récente que la gauche accède à la présidence du Mexique. AMLO, comme on le surnomme, prendra ses fonctions en décembre prochain. Il promet de faire reculer la pauvreté, de lutter contre la violence des narcotrafiquants et la corruption. Il assure vouloir chasser ce qu'il appelle la mafia du pouvoir, incarnée par le président sortant. À 64 ans, ce vétéran de la gauche devance le candidat du parti présidentiel et le jeune conservateur Ricardo Anaya, qui ont tous les deux reconnu leur défaite. Pour ces élections générales, 89 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes. Outre la présidentielle, les Mexicains ont également voté pour le renouvellement des sièges de 500 députés et 128 sénateurs. Cette campagne aura été la plus violente de l'histoire du Mexique. Plus de 130 femmes et hommes politiques et des milliers de civils ont été assassinés ces derniers mois. Justin Trudeau n'a pas participé aux célébrations de la fête du Canada sur la colline du Parlement cette année. Le Premier ministre a préféré fêter le 151e anniversaire de la Confédération dans des régions frappées de plein fouet par les tarifs douaniers de l'administration de Donald Trump. Il a notamment rencontré des travailleurs de l'acier à Regina, dans la province de Saskatchewan, ou encore des salariés d'une usine alimentaire de Leamington dans l'Ontario. Louis Bloin. La fête du Canada sur la colline du Parlement, c'est une tradition, avec ses classiques. Le survol des snowbirds, la foule vêtue de blanc et de rouge.
l'inspection de la garde. Mais Justin Trudeau, lui, n'a pas suivi le protocole habituel. Pour la première fois en 43 ans, le premier ministre du Canada n'était pas à Ottawa pour célébrer. Il a choisi de passer le 1er juillet avec des travailleurs dans 3 villes différentes. Regardez l'avenir avec confiance. Arrêt à Leamington pour rencontrer le personnel d'une usine qui transforme de la pâte de tomate utilisée dans le ketchup de marque French, une façon de promouvoir les produits fabriqués au Canada, en plein conflit commercial avec les États-Unis. Justin Trudeau a voulu rassurer, envoyer un message de solidarité. On est en train de vivre certains défis, mais je sais aussi qu'on a passé à travers de bien pires périples au cours de nos 151 années et on va continuer de rester forts, rester unis. C'est un 1er juillet symbolique, la journée où s'enclenche la riposte commerciale du gouvernement fédéral. Les tarifs douaniers canadiens d'une valeur de 16 milliards de dollars sur des produits américains sont officiellement entrés en vigueur. Défiant la chaleur accablante, des Canadiens se sont fait un point d'honneur d'assister aux célébrations de la Fête du Canada cette année pour envoyer un message. Il faut qu'on se tienne debout, c'est pourquoi il faut que beaucoup viennent sur la colline parlementaire prouver qu'on est là, qu'on soutient le Premier ministre dans sa décision d'imposer aussi des tarifs. On a un malentendu, mais espérons que nos amis américains vont peut-être comprendre qu'on est là pour des alliés. Même si les prochains mois s'annoncent imprévisibles, les Canadiens ont choisi de célébrer, d'avoir malgré tout le cœur à la fête. L'Allemagne raidit ses positions cette semaine. Depuis 2015, le pays menait une politique d'accueil généreuse en ouvrant ses portes à des centaines de milliers de candidats à l'asile. Mais cette fois, Angela Merkel a fini par céder à son aile droite pour sauver son gouvernement. La chancelière allemande, qui a fait l'objet d'une remise en cause sans précédent, y compris dans sa famille politique, n'a pas eu d'autre choix que de lâcher du lest. Théa Bazarevich. Angela Merkel et son ministre de l'Intérieur côte à côte. Une réconciliation affichée après plusieurs semaines de bras de fer autour de la politique migratoire. Nous avons trouvé un accord solide qui correspond à mes idées et me permet de rester ministre fédéral de l'Intérieur, des Travaux publics et de la patrie. Dorénavant, les migrants arrivant en Allemagne et déjà enregistrés dans un autre pays de l'Union européenne ne seront plus répartis dans les différents foyers du pays. À la place, ils seront directement conduits dans des centres de transit situés à la frontière. Après examen de leur dossier et dans le cadre d'un accord européen, ils seront renvoyés vers leur premier pays d'accueil. Dans le cas contraire, les migrants seront refoulés vers l'Autriche. Initialement, Horst Seehofer voulait le renvoi automatique à la frontière de tous les migrants enregistrés dans un autre pays, impensable pour Angela Merkel qui souhaite préserver une cohésion européenne. Avec cet accord, nous conservons l'esprit de partenariat et en même temps nous avons une solution pour organiser et minimiser la migration au sein de l'Union européenne, ce qui est important pour moi. Je crois qu'aujourd'hui, après des discussions difficiles, nous avons trouvé un bon accord. En acceptant cet accord, la chancelière allemande met fin à sa politique d'asile généreuse. Les sociodémocrates du SPD, troisième partenaire de la coalition, doivent maintenant dire s'ils acceptent ce compromis. Marie-Caroline Saglio-Yatsimerski, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc psychologue. Vous venez d'écrire La voix de ceux qui crient aux éditions Albin Michel. On peut penser que l'urgence pour les migrants, c'est de trouver un toit, de se nourrir, d'avoir des papiers. Mais vous prenez en charge finalement leur traumatisme qui est presque plus important finalement. Qui est essentiel. Les personnes qu'on reçoit donc, dans cette consultation de psychotraumatisme dans le cadre d'un service de psychiatrie du professeur Thierry Bobet à l'hôpital Avicenne est un service qui reçoit effectivement des demandeurs d'asile, des sans-papiers, quelquefois des réfugiés, qui n'ont plus les moyens psychiques de faire face, qui portent une violence interne extrême, qui est le fruit des violences, donc des tortures, des viols, de l'ensemble des séquelles finalement qu'ils ont rencontrées dans leur pays, quelquefois dans les pays de transit, et qui ne leur permettent plus finalement de renouer avec le quotidien tant ils sont atteints psychiquement par ces violences.
violence. Vous racontez l'histoire de plusieurs personnes, dont cette Guinéenne que vous prenez en charge actuellement, donc qui était partie avec ses enfants et qui a dû les laisser en route. Donc on imagine que la vie, effectivement, a du mal à continuer. Oui, les personnes qu'on reçoit dans ce service sont des personnes qui ont dû partir, Elles ne parlent jamais de gaieté de cœur, c'est ce que vous expliquez aussi. Jamais de gaieté de cœur. Une obligation, une nécessité vitale. Voilà, il est très important de revenir sur cette idée, c'est-à-dire que les choix sont des choix forcés. Il a fallu partir parce que la violence était telle, la menace était telle, ou parce que des problèmes intrafamiliaux, des violences internes ont obligé ces personnes à partir. Donc vous prenez le cas de cette Guinéenne que je reçois actuellement, qui, face à une famille paternelle qui exige l'excision de ses enfants, une excision qu'elle a elle-même subie et qui continue à la faire souffrir, décide de partir avec deux de ses filles, une petite et la grande qu'on souhaite faire exciser de 14 ans, va donc traverser les frontières, traverser la Libye, et on sait aujourd'hui ce que ça veut dire pour une femme, et pour un homme d'ailleurs, mais elle va effectivement subir un ensemble de violences extrêmes, lorsqu'elle arrive finalement pour pouvoir traverser la Méditerranée au port, les passeurs ont pris sa fille, elle ne la retrouve pas. Et cette femme a dû traverser et poursuivre son périple en passant par l'Italie jusqu'à la France, en laissant sa petite fille. Donc elle est arrivée ici dans un état de détresse immense, avec cet abîme traumatique qui est le propre de ce qu'on appelle le psychotrauma, c'est-à-dire une impossibilité de mettre des mots sur ce chaos, des reviviscences et des formes de dissociation, des impossibilités de dormir, enfin tous les symptômes qui constituent ce qu'on appelle le psychotrauma, une femme d'une vulnérabilité extrême. Et c'est avec ces patients qu'on essaye de renouer, finalement, renouer plusieurs choses. D'abord, leur capacité à reprendre pied et à reprendre le fil de leur histoire, et puis les réinscrire aussi socialement, parce que le lien social est souvent coupé pour des personnes qui ont été trompées, pour des personnes qui ont vécu de telles violences. Alors, ce que vous expliquez aussi, c'est que pour ces personnes, c'est plus difficile, ces personnes qui ont été malmenées par d'autres personnes, c'est-à-dire que là, ils sont passés de l'autre côté de l'humain. Donc, l'idée, c'est de leur redonner confiance. Absolument. On travaille avec des personnes pour lesquelles le trauma est un trauma intentionnel. Et un trauma intentionnel, ce n'est pas seulement un accident, ce n'est pas seulement un grand accident, un incendie, ou même le tremblement de terre d'Haïti. On a reçu beaucoup de patients du tremblement de terre d'Haïti, d'ailleurs. Ce sont des personnes qui ont subi des cruautés humaines inimaginables, que ce soit, à nouveau, je les reprends, des blessures, dans le cours de guerre ethnique ou de guerre civile. Je pense par exemple au cas des Tamouls de Sri Lanka, je pense à ce qui se passe aujourd'hui pour les Peuls de Guinée, je pense aux questions afghanes et aux problèmes talibans, avec des jeunes qui doivent partir parce que sinon leur famille est détruite, parce que sinon ils doivent collaborer, enfin des conflits de loyauté extrêmes. Ces personnes ont vu et voient ce qu'elles n'auraient jamais dû voir, c'est-à-dire des images effroyables, la mort de leurs proches, elles sont torturées, et la torture est une perversion inimaginable de l'esprit qui inscrit au cœur de la psyché cette violence et qui n'en part pas, et qui ont dû laisser les leurs, donc qui arrivent eux-mêmes pris avec des formes de honte, de culpabilité d'avoir laissé une partie des leurs, mais il fallait partir. Et c'est donc ces personnes-là qui arrivent en grande détresse psychique, et qu'il faut pouvoir, à côté d'un travail bien sûr social, puisqu'elles sont souvent dans des formes de précarité extrême, pouvoir accompagner. C'est-à-dire qu'en fait, il faut les remettre sur pied pour qu'ils puissent se présenter à l'OFPRA et obtenir des papiers. Alors, comme vous savez, la présentation à l'OFPRA vient aujourd'hui de plus en plus tôt. Donc, notre travail, il est parallèle. Finalement, il suit la procédure d'asile qui peut, après l'OFPRA, se poursuivre avec la CNDA et même avec des formes de séjour en France, qu'ils soient légaux ou pas légaux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'entretien à l'OFPRA, c'est presque un entretien d'embauche. Alors, c'est en tout cas un entretien où on va demander à la personne de fournir un récit vraisemblable et cohérent. Or, là, il y a un paradoxe extrême, c'est-à-dire que le trauma est précisément ce qui va empêcher psychiquement une personne de revenir sur un événement qui a effracté, brisé
sa capacité de cohérence et son récit personnel. Donc, on va lui demander, dans un cadre qui reste un cadre très formaté et qui est un cadre qui peut faire peur aussi à une personne qui ne sait pas ce que c'est que ce cadre, qui va le confondre quelquefois avec un interrogatoire, pour des personnes qui ont subi des interrogatoires violents, par exemple. On va lui demander de faire état de son histoire, ce sur quoi elle ne veut précisément ou elle ne peut pas psychiquement revenir. Et donc, on va nécessairement avoir des formes de trous de mémoire, ce qui est un grand classique dans le trauma. La mémoire est extrêmement atteinte. La chronologie est atteinte. Ça ne sera pas cohérent, ça ne sera pas vraisemblable. Pour se protéger lorsqu'il s'agit, par exemple, culturellement de choses qui ne peuvent pas être dites, lorsqu'une femme, par exemple, a été violée, et violée dans des conditions effroyables, des viols collectifs organisés, etc., elle ne pourra pas, face à un inconnu, dans une autre culture, s'exposer. Pourquoi ? Parce que c'est une mort psychique. Donc, elle va effectivement emprunter des récits, se taire, et là, le risque est énorme, se taire dans un entretien où on a besoin, finalement, d'éléments, de preuves pour vous permettre un droit de séjour. Donc, il y a ce paradoxe très fort qui fait que la personne traumatisée n'a pas les moyens psychiques de répondre à ce qu'on lui demande. J'ose espérer, aujourd'hui, quand je vois ce qui est mis en place à l'OFPRA, que cet élément du psychotrauma est de plus en plus entendu par les officiers de protection qui ont à recevoir des personnes traumatisées. Merci beaucoup Marie-Caroline Saguillot-Yatsimirski. Je rappelle le titre de votre livre, La voix de ceux qui crient, un ouvrage à lire absolument pour comprendre la question de la migration. Merci beaucoup. Merci à vous. Direction maintenant le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée à Marseille. L'or a toujours inspiré les artistes et le voilà donc au cœur de la nouvelle exposition présentée au Mucem à Marseille, avec d'un côté des œuvres monumentales dorées à leur fin et de l'autre de modestes bijoux, ceux que des migrants, précisément, ont mis en gage au crédit municipal pour avoir un peu d'argent en poche. Anaïs Renevier et Colline Charbonnier. Adjugés, vendus. Ces bijoux de famille mis en gage et jamais récupérés trouvent ici de nouveaux propriétaires. Au milieu des marchands d'or, des acheteurs un peu particuliers ont pris place depuis un an dans la salle des ventes du crédit municipal. Un duo d'artistes qui sauve quelques bijoux de la refonte et les emporte au musée. On avait cette idée d'essayer de sauver l'objet, mais surtout, et souvent c'est des objets assez humbles, c'est pas les bijoux, les couronnes, mais c'est des objets qui recèlent quand même des histoires humaines très fortes. Comme ce bracelet issu d'une dot comorienne, les bijoux exposés dans ce parcours sur l'or donnent à lire des histoires de familles corses, algériennes, italiennes. À travers elles, une histoire de la ville de Marseille, porte d'entrée de différentes migrations. Dans leur bagage, l'or comme moyen d'échange contre de l'argent liquide. Au crédit municipal, la majorité des bijoux sont déposés puis repris au fil des besoins financiers. La vie d'un crédit, c'est forcément les fluctuations par rapport aux vagues de population étrangère qui arrivent sur notre territoire. Puisqu'effectivement, quand vous partez d'un pays, que vous le quittez, vous arrivez ici avec ce qui est le plus précieux, de l'or. Toutes les populations sont passées par nous à un moment donné où elles avaient besoin effectivement de liquidités de manière rapide. Certains clients ne viennent jamais rembourser l'emprunt et récupérer leurs précieux biens. Les propriétaires des bijoux de l'exposition pensaient ainsi les avoir perdus à jamais. C'était sans compter la générosité des artistes. Ils leur restitueront ces trésors familiaux à l'issue de l'exposition. Et l'on conclut cette émission par le destin d'une femme d'exception. Simone Veil a fait son entrée au Panthéon avec son mari Antoine, cette grande figure du XXe siècle, survivante de la Shoah, porteuse de la loi sur l'interruption volontaire de grossesse et européenne convaincue, s'est éteinte le 30 juin 2017 à l'âge de 89 ans. Un an plus tard, elle est donc la 5e femme à entrer au Panthéon. Retour sur les temps forts de cette cérémonie. Tia Barzarevich. Toute une nation qui remercie Simone Veil. C'est aux côtés de son époux Antoine que l'ancienne ministre s'apprête à rejoindre le Panthéon. Recouverts du drapeau français, les cercueils sont portés par la garde républicaine sur ce tapis bleu, couleur de la paix et de l'Europe. Tout au long du parcours, 21 panneaux retracent les grands moments de la vie de Simone Veil, son adolescence, son entrée à l'Académie française, son combat pour le droit à l'avortement. Dans la foule, des milliers d'anonymes, plusieurs anciens chefs d'État, mais aussi les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de Simone Veil, dont la voix résonne à nouveau. Être juive, qu'est-ce que cela signifiait pour moi comme pour mes parents ? Dès lors qu'agnostique, comme l'étaient déjà mes grands-parents, la religion était totalement absente de notre foyer familial.
La procession est ponctuée d'hommages en chansons, l'ode à la joie pour celle qui a tant œuvré pour la paix entre les peuples, mais aussi Nuit et brouillard de Jean Ferrat, un hymne aux déportés victimes du nazisme. Emmanuel Macron prend ensuite la parole. Nous avons voulu que Simone Veil entre au Panthéon sans attendre que passent les générations, comme nous en avions pris l'habitude, pour que ses combats, sa dignité, son espérance restent une boussole dans les temps troublés que nous traversons. Après la Marseillaise, une poignante minute de silence. Ces chants d'oiseaux ont été enregistrés sur le site mémorial du camp d'Auschwitz-Birkenau, là où Simone Veil a été déportée à 16 ans en avril 1944 avec 1500 autres juifs français. Il est 12h10 lorsque Simone et Antoine Veil franchissent l'imposant portail du Panthéon. C'est ici, sous la nef, que les deux corps seront exposés avant de rejoindre le caveau numéro 6, où reposent René Cassin, Jean Moulin, André Malraux et Jean Monnet, le père de l'Europe. Voilà, et c'est la fin de cette émission, la dernière de la saison. Merci de l'avoir suivie. Comme toujours, vous trouverez les fiches pédagogiques et les exercices qui vont avec sur notre site internet www.tv5monde.com. Très bonne suite de programme à tous et rendez-vous en septembre.